Bonjour et bienvenue dans notre Let's Talk sur la rétrospective de l'IA Squad, incroyable aventure que nous avons entamée chez Reboot depuis septembre 2023, même s'il y a écrit année 2024 ici. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes... Oui, alors la régie me parle. Qui a-t-il, chère régie? Est-ce qu'on est bon? Super, nous avons une régie formidable et réactive. Et du coup, qui sommes-nous? Nous sommes un groupe de développeurs passionnés, chaperonnés par notre cher CEO. On va quand même le montrer, hein. Voilà. Ok, j'ai flingué le setup de la régie, mais c'est pas grave. Nous sommes un groupe de développeurs passionnés, chaperonnés par notre cher CEO, et nous avons compris cette année, et depuis l'année dernière, que l'IA allait changer radicalement tous les aspects de notre industrie et des autres industries qui sont pour lesquelles nous faisons des prestations. Et c'est pourquoi nous avons décidé de monter une squad composée de moi-même, Johan, notre cher CEO, Théo, Christophe et Tristan que vous voyez sur ces magnifiques photos. Donc nos objectifs, qu'est-ce que c'est? C'est d'être un acteur de l'IA incontournable en Alsace, mais pas que. Mais nous avons des objectifs, on va dire, incrémentaux. Donc d'abord, localement, nous voulons être une référence dans toutes les prestations, formations, conseils liés à la transformation digitale impliquant de l'IA. On veut aussi aider nos collègues, les rebooters, à mieux utiliser ces outils pour leur productivité. On veut contribuer à la simplification de plein de processus, que ce soit chez nous ou chez nos clients, notamment avec des applications agentiques, du prédictif, de la data analytics, etc. Et bien sûr, c'est notre cœur de métier, on veut accompagner les entreprises dans leur transition, parce qu'aujourd'hui, nous parlons à beaucoup d'acteurs dans la région et tous ont conscience qu'ils doivent procéder à certains virages et cela implique non seulement de l'IA, mais aussi des transformations peut-être de leur parc logiciel actuel, de comment ils déploient leur application, etc. Et c'est là que nous intervenons. Et bien sûr, vu que nous sommes un organisme Calliope, on veut former divers publics de tout niveau à l'utilisation des outils, que ce soit au niveau power user, c'est-à-dire vous et moi qui savons faire de meilleurs prompts, ou encore développeurs qui veulent mettre les mains dans le cambouis et fine-tuner son LLM. Je vais te laisser la parole, mon cher Johan. Merci. Parce que du coup, évidemment, on veut faire plein de choses en termes d'IA. Il y a beaucoup de choses qui débloquées, qui peuvent être faites. Et le champ des possibles, c'est beaucoup amélioré, mais on ne veut pas le faire n'importe comment. On veut le faire en respectant tout un certain nombre de principes, nos valeurs, qui sont pour nous tout aussi importants que nos objectifs. C'est-à-dire la protection de la vie privée. On ne veut pas utiliser des données mal recueillies sans consentement. Protection de la vie privée, donc c'est-à-dire respect aussi du RGPD naturellement, mais aussi pourquoi pas aller plus loin si on se rend compte que ça mène des dérives potentielles encore plus loin. Un développement éthique, on veut aussi un développement éthique de l'IA. On est conscient qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de l'IA et notamment beaucoup de craintes à ce niveau, hein. On pense tous aux IA, aux IA de fiction qui peuvent être extrêmement cruelles. Je pense à 9000 dans 2001 l'Odyssée de l'espace, à Skynet. Et donc nous on veut pas que l'IA ne fasse du mal aux gens, on veut que au contraire ça améliore la qualité de vie des êtres humains de manière globale, que ce soit au niveau de l'industrie, que ce soit au niveau de la vie privée, que ce soit au niveau de tout ça. Évidemment on veut rechercher l'innovation de manière constante, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas stagner, ne serait-ce que d'un point de vue personnel. En fait on veut continuer à s'améliorer en permanence, être à la pointe de la technologie, développer ce secteur, partager tout ce qu'on sait, notre savoir. Il y a aussi une partie importante, ce qui fait partie aussi pour moi d'un point sur l'éducation des gens là-dessus, sur les sujets d'IA, parce que l'IA actuellement fait peur, alors que quand on connaît un peu comment ça fonctionne dessous, il n'y a peut-être pas forcément de quoi s'affoler autant. Hein, c'est juste des modèles mathématiques très bien poussés. On veut aussi la transparence dans les démarches et les résultats. Un des gros problèmes dans l'IA, c'est expliquer ce que fait l'IA, qu'est-ce qui est important pour une IA, comment elle fonctionne, sur quoi elle se base ses décisions. C'est important parce que on ne sait pas nécessairement et on veut voir qu'est-ce qui est important, et ça permet aussi de reboucler avec la partie éthique. Si on voit que notre app prend des décisions sur des critères discriminants, type la couleur de peau, type le sexe, etc.,
c'est pas nécessairement quelque chose qu'on veut nécessairement voir dans nos IA, et c'est important qu'on sache que si nos IA dérivent là-dessus. Évidemment, et du coup, pour résumer tout ça, on a mis en place une charte éthique qui est encore en cours de rédaction. Mais pour nous, c'est très important qu'on se contraigne nous-mêmes qu'on se contraigne dans ces objectifs pour qu'on puisse les respecter et qu'on puisse être parfaitement transparent là-dessus. Au niveau du mode de fonctionnement, on en a deux modes principaux. Un mode de projet, vraiment, où on va développer une IA ou utiliser des IA génératives pour un projet. On peut aussi bien créer des modèles spécialisés, que ce soit de la computer vision, sur la prédiction, de la classification, etc., destination de nos clients, peu importe le besoin. On présentera des cas qu'on a déjà eu dans le passé. Ou ça peut être aussi de l'intégration de LLM, donc LLM, tout ce qui est ChatGPT, Claude, Gemini, etc., dans des applications, dans des stacks. Nous sommes ça passionnés d'IA, on veut travailler là-dedans, mais on est aussi des développeurs, on peut les intégrer dans les applications existantes, et pour nous, c'est tout ce qui est parti. C'est très important. Je te laisse Yacine parler des formations. Alors, dans nos formations, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous nous adressons à tout public, du power user aux développeurs avertis. Et parmi les formations que nous proposons, nous avons des introductions générales à l'IA pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est. Nous avons des cursus un peu plus spécialisés, notamment dans le machine learning avec des librairies telles que scikit-learn. Nous avons du deep learning à proprement parler avec PyTorch, TensorFlow. On a sur le plateau la compétence dans ces diverses technologies et on est en mesure de former des développeurs ou des apprentis data analystes. Nous avons du prompt engineering et nous avons aussi, très important, des formations à destination des managers, c'est-à-dire des gens qui veulent implémenter une stratégie de transformation digitale dans leur entreprise et veulent savoir quel est le champ de possible, quels sont les use cases, etc. Donc, on va parler de notre premier cas client. Un premier cas client et qu'on a implémenté, qui est un outil pour Reboot qu'on appelle Reboot GPT. Le besoin est simple, on voulait simplifier les tâches de rédaction grâce à LLM. Écrire un prompt, ce n'est pas toujours quelque chose d'évident. Et on voulait simplement créer des prompts préfets pour faire des tâches du quotidien. Dans Reboot GPT, on a plusieurs prompts, on peut relire des articles, on peut débugger du code, on peut générer des propals, des propals commerciales, etc., etc. Et le but sera qu'on en rajoute au futur, et je suppose qu'on variabilise à un moment. Et donc nous, qu'est-ce qu'on a fait pour répondre à ce besoin? Tout simplement une application web qui va utiliser différents LLM. On a intégré Claude, on a intégré GPT, on a intégré Mistral, et les différents modèles, que ce soit les versions larges, etc. Et on pense qu'on peut passer sur une partie démo. Donc ça, c'est l'outil Reboot GPT. On peut aller sur la partie chat pour commencer, où on peut voir ici les différents modèles. On voit qu'on en a plein d'intégrés et on peut converser avec chacun de ces modèles. 4O arrive incessamment sous peu. Oui. Donc on essaie d'intégrer ce qui sort déjà pour nous tester, pour aussi avoir une variété d'options. Effectivement, pour l'instant c'est un outil interne, mais on compte capitaliser dessus. Donc là, on peut discuter et... Alors vas-y, tiens-moi le micro, comme tu fais le truc en même temps. Et du coup, c'est ce que disait Johan. On a des générateurs en fonction des use cases. Typiquement, si on veut faire une proposition commerciale, chose que je suis incapable de faire car je ne suis pas un commercial, on peut dire, pour le client X, nous voulons un projet ultra vénère. Nous voulons... on veut ça. Et par exemple, on peut choisir le ton. Si on veut quelque chose d'euphorique... je dois zoomer, oui. Bien vu, merci, ma chère Régie. Et je veux un flux de conscience. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Let's go! Et du coup, on a une génération pour un use case spécifique. On a le use case du recrutement. Et nous, chez nous, chez Reboot, on utilise beaucoup les widgets de programmation. C'est-à-dire qu'on a du relecteur de code, on a du debugger, donc on paste une erreur. Et en fait,
ce qu'on ne voit pas là dans cette UI, c'est que derrière il y a des pré-prompts qui sont adaptés à ces use cases et qui vont nous permettre de ne pas écrire un prompt entier à chaque fois qu'on veut paste un message d'erreur au LLM qu'on souhaite. Donc voilà. Est-ce que tu vois autre chose à présenter Pour moi, c'est déjà un bon tour, sachant évidemment que on est conscient que les résultats de ça, faut les prendre avec des pincettes. Ça ne remplace pas une véritable expertise. Cependant, ça peut amorcer un processus de création qui peut être long. Par exemple, pour rédiger pour rédiger des articles, etc. Il m'arrive de générer des petites parties, de les retravailler ensuite après pour que ça corresponde parfaitement à ce que j'ai en tête, en fait, à ce que je veux transmettre là-dessus. Donc évidemment, c'est des assistants, ça ne fait pas le boulot à la place. Pas encore. Pour le coup, c'est moi qui vais vous parler d'un cas client que nous avons eu fin 2023. Il s'agissait dans un contexte assez spécifique où il y avait de très fortes normes de sécurité. Typiquement, le public qui utilise l'application ne pouvait pas utiliser de smartphone ou d'ordinateur et devait remplir des bons papiers. Il fallait permettre une meilleure reconnaissance de ces formulaires par un logiciel legacy qui est écrit en .NET avec le framework WPF. Il fallait permettre de parser, c'est-à-dire d'interpréter ces formulaires avec une meilleure précision et un plus fort taux de succès. Donc concrètement, là, ce que je vais vous montrer, ce n'est pas l'application en soi parce qu'elle est propriétaire, mais je vais vous montrer une petite démo qui explique le principe, où là, le principal intérêt de la chose... Oui, oui. On va y arriver, Alors, JetBrains, j'ai pas l'habitude de zoomer. Hop, zoom in, ok. Je pense qu'on est pas mal là. Ouais, bien vu. Non, ça marche pas. Bref, c'est pas grave. Ce que je veux vous montrer, l'intérêt de cette démo, c'est de montrer avec un exemple très simple, très classique, on prend les datas du MNIST, on entraîne un réseau de neurones avec, et on exporte tout à la fin un modèle en PKL. Donc vous le voyez tout en bas, le modèle exporté. C'est de montrer qu'avec ce type de code qui est relativement moderne, qui utilise une librairie comme PyTorch, qu'on puisse le consommer dans du code legacy écrit dans un autre langage. Et on avait fait ça avec un format d'échange qui s'appelle l'ONNX. Là, vous voyez les modèles exportés en Python, c'est du PKL. Et le ONNX, c'est le modèle qui est capable d'être lu par d'autres langages. Et du coup, là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on a run l'entraînement, qu'on a obtenu un modèle ici. Et dans le code C#, donc là, c'est un autre langage, et je vais pouvoir run mon code, tout simplement. Je cherche juste .NET run-project. Moi, c'est un setup un peu particulier. Et ça s'appelle exporteur modèle. Tac, tac, tac. Il y a un cran au-dessus. Et l'idée là, c'était de vous montrer que depuis du code d'un autre langage, je peux exécuter mon modèle provenant de Python. C'est parti. Hop. Bon, paste. On va y arriver. Oh là là là. Et la démo prend du temps. Désolé, c'est l'effet démo. On y est. Et la démo a fail, mais le code est là. Je peux vous share le GitHub. Le GitHub qui est... on va vous le partager après dans le Twitch. Et en fait, là, l'idée... où est-ce que j'étais? J'étais là. L'idée, c'était vraiment... on a écrit un article dans notre Squad blog à ce sujet. Donc là, là, on a un petit souci technique, mais ça arrive. Mais en gros, c'est aujourd'hui possible, et c'est comme une sorte de super pouvoir, d'exporter un réseau de neurones et de l'importer dans une autre codebase, aussi legacy soit-elle. Donc ça, c'était notre use case sur de la computer vision adaptée à du code legacy. Donc, la computer vision, question qu'on vient de me poser, c'est le fait de permettre à un programme informatique, en l'occurrence un réseau de neurones, d'interpréter des images et de souvent les classifier.
et aujourd'hui avec la technologie qu'on appelle les embeddings, de les décrire. Donc ça a beaucoup évolué ce champ, dans la mesure où d'un point de vue, on va dire, historique, ça permettait de dire ceci est un chat, ceci n'est pas un chat. Et qu'aujourd'hui on peut décrire le chat grâce à une technologie qui s'appelle les embeddings, où parce qu'on a rempli une base de données de vecteurs avec plein d'images de plein de choses différentes, le programme, c'est-à-dire le réseau de neurones, est en mesure de décrire en faisant des comparaisons avec ce qu'il a déjà dans sa knowledge base. Et du coup, ça c'est un field qui nous passionne d'ailleurs. Du coup, voilà, ça c'était un de nos cas clients. Désolé que la démo n'ait pas fonctionné, mais l'idée ici, quand je renais mon code .NET, c'était de vous montrer que mon programme, et je vais vous partager le lien GitHub après, mon programme est en mesure, en important le modèle PKL, de lire l'exemple digit que vous voyez, que vous voyez ici. Donc ça c'était pour la partie Computer Vision. Hop. Et maintenant, je peux vous parler aussi du cas client qui est la maintenance prédictive. Du coup, ce qu'on va faire, Johan, c'est que je vais run le code et tu vas interpréter les résultats. Donc juste avant de parler un peu du besoin, le besoin c'est simplement de prédire quand une machine sera en panne en fonction des données qu'elle exporte. C'est-à-dire que imaginez on est sur une chaîne de production où on a des robots qui assemblent divers objets. Chacun de ces robots a différents capteurs qui mesurent les pressions internes, qui mesurent le nombre d'utilisations, enfin tout un tas de choses, et qui sortent des données, on stocke ces données. Et l'idée c'est d'utiliser ces données pour savoir quand est-ce que les machines cassent, tout simplement, enfin quand est-ce qu'elles pourraient casser. Et donc nous on a testé plusieurs modèles à partir de ceci, plusieurs modèles de machine learning. Yacine, je pense que tu peux passer sur la démo. Donc ça c'est une analyse en Python. On a utilisé une librairie qui s'appelle scikit-learn, qui est une des références dans l'utilisation du machine learning, enfin dans le machine learning, et on a testé plusieurs types de modèles en fonction de données. Alors là pour le coup on a dû utiliser des données qu'on a trouvées, qu'on appelle en open data, c'est-à-dire qui sont disponibles librement, pour simuler ça et pour voir lesquels sont les plus efficaces. Et donc là on peut voir un tableau. Donc là c'est le tableau sur lequel on a entraîné nos données, on voit toutes les métriques, il y en a vraiment beaucoup, sachant que en vrai la quantité de données n'est pas ce qui est le plus important, ça va juste impacter le temps d'entraînement plus que le reste. Au contraire, plus on a de données, plus on pourra avoir des modèles précis, mais encore faut-il bien les entraîner. Et donc là, à la fin, on fait un comparatif, on a plein de modèles différents. Scikit-learn nous permet vraiment de vraiment faire ça assez simplement. Et on peut regarder quels sont les meilleurs algorithmes en fonction de scores qu'on détermine en avance. L'analyse est un peu compliquée, mais pour faire simple, imaginez qu'on donne des scores en fonction de la précision de chacun des modèles. Est-ce qu'ils sont bons ou est-ce qu'ils sont pas bons? Et on peut regarder est-ce que ça correspond à quelque chose, enfin, est-ce que c'est souhaitable ou non. Sachant qu'il y a plein de paramètres à prendre en compte, plein de paramètres à prendre en compte, est-ce que c'est précis ou pas? Oui. Alors du coup, on nous demande dans le chat quel est le modèle qui gagne. Alors c'est vrai que je n'ai pas regardé. Alors là, c'est une recherche. Apparemment, ouais, c'est des modèles à base d'arbres de décision qui vont gagner. Et sinon, du coup, ouais, c'est le bagging classifier. Donc, quand on fait des ensembles en fait, de modèles, qu'on a plusieurs modèles qui classifient en parallèle, on a une meilleure précision. Sachant que tout ça est à mettre en perspective, je ne sais pas quel est le rapport de base des données entre les machines PT ou non, mais les résultats peuvent être très variés en fonction de ça. Il y a plein de biais statistiques dans lesquels on peut tomber et qu'il faut qu'on connaisse. Ok, et du coup, dernier cas qu'on vous présenter, c'est un autre cas sur lequel on a travaillé, qui est l'optimisation de l'agencement en 3D. Donc le besoin est simple, on veut optimiser l'agencement des colis dans un camion pour livrer le plus de points de vente possible. Alors pour l'instant, on s'est concentré uniquement sur la partie vraiment mettre le plus de colis là-dessus. On s'est pas intéressé des aspects de livraison, par exemple. Les colis qui vont être livrés à un même endroit, faut qu'ils soient au plus proche et rangés dans l'ordre des livraisons. C'est-à-dire que c'est des contrats qu'on a en plus. Pour l'instant, on a juste des colis, on ne se préoccupe pas des livraisons, on veut juste les agencer le plus près possible.
Et donc la solution qui a été mise en place, c'est un système qu'on appelle multi-agent. Donc qu'est-ce que c'est un agent? Imaginez un vol d'oiseaux regroupé. Chaque oiseau est un agent et chaque oiseau prend des décisions en fonction de son environnement. Donc quel est l'oiseau le plus proche, quelle est la direction globale des oiseaux, etc., etc. Et donc ils suivent un certain nombre chacun de ces agents suit un certain nombre de contraintes et adaptent leur comportement et leur position en fonction de ces contraintes de cet environnement. Là, ce qu'on a fait, d'ailleurs je suis déçu que le GIF ne s'affiche pas là-dessus. C'est triste. Mais en fait, du coup, là, alors l'image que vous voyez, c'est justement un semi, et en fait, on va faire un semi-remorque qu'on peut imaginer. Et en fait, on a des boîtes à l'intérieur, et ce qui a été fait pour optimiser l'agencement, c'est qu'on a décidé de rapprocher virtuellement le mur qui est ici à droite, des boîtes, et les boîtes, elles ont un comportement qui font en sorte qu'elles fuient. En fait, elles essayent de se ranger le plus loin possible. Dès qu'elles sont en contact avec le mur. Le mur, en quelque sorte, les attaque si on veut. Si on veut. Et donc, en fait, quand le mur se rapproche, tu vas attaquer de plus en plus de boîtes qui vont vouloir se ranger et trouver l'espace disponible là-dessus. Et au final, on obtient un arrangement optimal pour ranger différentes boîtes. Donc ça, c'est comment ça fonctionne. Voilà. Au niveau de la roadmap, on a encore beaucoup de sujets en cours. Le premier qu'on a commencé, qui a été commencé presque au début de la squad, c'est ce qu'on appelle Pulse, Reboot Pulse, qui est notre outil pour simplement suivre des différentes métriques, différents agencements, différents objectifs, et pour se mesurer en fait notre efficacité. On est une squad autour de l'IA et de la data. C'est logique qu'on récolte des données pour ensuite prendre des décisions logiques, qu'on soit data-driven. Un deuxième sujet qui est en cours, c'est sur le Learning Management System. Donc, comme on a dit et comme Yacine a répété, la formation pour nous, c'est important. Et donc, on veut mettre en place simplement un logiciel qui nous permette de dispenser des formations en façon MOOC, en fait, en façon clairement hors ligne. Et donc, on a créé un catalogue en fait, de formations qui peuvent être suivies ensuite à distance. Le but est aussi bien interne que externe. Le but est de former des gens à l'intérieur de Reboot et aussi à l'extérieur de vendre des formations, naturellement. Moi, ce que je peux ajouter, c'est que tout ça, c'est un gros work in progress. Oula, pardon. Tout ça, c'est un énorme work in progress, qu'on fait vraiment beaucoup de choses, qu'on explore tous les domaines et toutes les dimensions de l'IA. Par exemple, là, si j'allais sur notre Azure et que je vous montrais tous les POC qu'on a fait, c'est assez extraordinaire. Et en fait, on est plutôt très content aujourd'hui d'avoir cette capacité d'expérimenter énormément de choses. On a réalisé un cours que Johan à la CCI récemment. On a tenté de faire un moteur pour le moteur de jeu Godot avec OpenAI. On fait vraiment énormément de choses, des Q&A sur des documents, du tracking de piétons dans des entrepôts pour des raisons de sécurité, un agent SQL qui répond à des questions en langage naturel avec des requêtes. Donc on est vraiment à fond. On est aussi sur GitHub et dans tout ça, ce qui est difficile, c'est que y a tellement de choses à voir qu'il faut prioriser, qu'il faut suivre un projet de bout en bout, et c'est pour ça qu'on s'est fait cette roadmap là. Le field est passionnant et j'en ajoute une. Venez parce que franchement c'est grave cool ce qu'on fait. Voilà. Du coup, on a plusieurs sites, effectivement, ce que je disais à l'instant. On a le blog qui est aussi notre site officiel. On a notre GitHub et n'hésitez pas à poser des questions, à l'alimenter, à faire des pull requests, à nous envoyer des messages. Nous sommes joignables sur LinkedIn, sur plein de canaux différents parce que vraiment ça nous passionne. Vous pouvez même passer nous voir. On est au 10 rue de Leicester à Strasbourg. Et nous vous remercions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ou sur Internet? Oui. Oui, tu peux donner le lien vers l'article de notre blog. Alors sur Internet, on nous pose une question sur des démos. Oui, je peux montrer l'article. On nous pose la question du coup sur les démos de l'application multi-agent, mais on a un article de blog qui montre ça justement.
Si tu vas là-dessus, et c'est l'article d'Oscar. Voilà, donc cet article-là résume un peu, alors en plus il est pédagogique, il explique un peu tout ce que c'est un système multi-agent, comment ça fonctionne, les différents types, parce que moi je suis passé très rapidement là-dessus. Et en fait, le if qu'on avait là, il est juste ici. Vous voyez que là, le mur se rapproche et les boîtes se réorganisent au fur et à mesure qu'elles sont attaquées. Et à un moment, elles peuvent plus bouger. Donc, l'état est stable. Et, et puis, les boîtes ne bougent plus. Donc, l'agencement est optimal à ce moment-là. On le sait, on le voit. Et donc, c'est comme ça fonctionne. Je ne sais pas si le code qui génère ça est sur GitHub ou pas, mais on l'a nous en interne, mais peut-être qu'on peut le partager. Je sais pas, enfin, c'est quelque chose qu'on peut faire en tout cas. On n'a pas encore défini beaucoup de stratégies en termes de. Enfin, beaucoup de choses en termes de stratégie de qu'est-ce qu'on met en open source ou pas. Pour l'instant, on est assez frileux, mais je pense que ça va se développer au bout d'un moment parce que on a quand même vraiment envie de partager ce qu'on sait. Voilà. D'ailleurs, point sur le blog, normalement un article par semaine. Dernièrement, ça a été un peu compliqué, mais on s'y est tenu les 6 premiers mois et on va sûrement reprendre un bon rythme une fois que certains événements se sont calmés. Voilà. Et encore une fois, nous sommes parfaitement, on va dire, réceptifs si vous avez des demandes particulières, si vous voulez qu'on vous fasse des démos en particulier ou si un sujet vous intéresse, c'est du bidirectionnel. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh ben, je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt chez Reboot Conseil. Merci, merci.